Les chaînes cliquetèrent comme un glas funèbre lorsque la porte de la cellule s'ouvrit à la volée, et Hugo sentit son cœur s'arrêter net. « Tu crois que tu peux me trahir comme ça » hurla une voix rauque dans l'obscurité, suivie d'un coup qui le projeta contre le mur froid. Dans ce silence brisé, il comprit que la prison n'était plus seulement une cage de pierre, mais un piège d'âme entrelacé. Hugo avait 25 ans, un corps sculpté par des années de labeur manuel avant son incarcération, et des yeux verts qui trahissaient une innocence persistante malgré les cicatrices de la vie. Emprisonné pour un vol qu'il n'avait pas commis ou une erreur judiciaire dans les faubourgs de Paris, il errait dans les couloirs de la maison d'arrêt de Fresnes comme un fantôme. La routine était impitoyable, lever à l'aube, corvées interminables, et ces nuits où les murmures des codétenus devenaient des menaces. Mais ce soir-là, tout bascula quand Jules, le gardien aux épaules larges et au regard perçant, le suivit dans la salle de bain collective, désertée après l'heure du couvre-feu. Hugo se savonna mécaniquement sous le jet tiède, ignorant les picotements de l'eau calcaire sur sa peau. Soudain, des pas lourds résonnèrent sur le carrelage mouillé. Il se tourna, le cœur battant, Jules se tenait là, sa silhouette imposante encadrée par la vapeur, l'uniforme bleu marine tendu sur ses muscles. « Qu'est-ce que tu fous ici » murmura Hugo, la voix tremblante non de peur, mais d'une étrange appréhension. Jules ne répondit pas immédiatement, ses yeux, d'un brun profond, balayèrent le corps nu d'Hugo avec une intensité qui fit rougir les joues du prisonnier. « Je pouvais pas te laisser seul » finit par lâcher le gardien, sa voix rauque trahissant une vulnérabilité inattendue. C'était le début d'une danse interdite. Jules, 30 ans, originaire d'un petit village normand, avait rejoint la pénitentiaire pour fuir un passé familial étouffant. Marié à une femme qu'il n'aimait plus, père d'un enfant qu'il voyait rarement, il portait le poids de secrets enfouis. Hugo, avec sa sensibilité artistique, il dessinait en cachette des portraits sur des bouts de papier, éveilla en lui quelque chose de primal, de longtemps réprimé. Leurs regards se croisèrent sous la douche, et sans un mot, Jules s'approcha, sa main effleurant l'épaule d'Hugo. « J'ai vu comment ils te regardent, ces porcs. T'es pas comme eux. » Le contact fut électrique, Hugo recula d'abord, mais une chaleur inconnue l'envahit, mélange de peur et de désir. Les jours suivants furent un tourbillon de tension. Pendant les rondes, Jules s'attardait près de la cellule d'Hugo, glissant des regards complices. Une nuit, lors d'une pause clandestine dans la buanderie, leurs lèvres se frôlèrent pour la première fois. « C'est dingue » souffla Hugo, le cœur en vrac. « Ici, on est des proies. » Jules le serra contre lui, son corps solide comme un rempart. « Je te protège. Laisse-moi faire. » Leur romance naquit dans l'ombre, des caresses volées, des mots chuchotés promettant un avenir impossible. Hugo se surprit à rêver d'une vie hors ses murs ou une petite maison à la campagne, des promenades main dans la main le long de la Seine. Mais la prison est un serpent vicieux. Parmi les détenus, un certain Marc, un colosse tatoué aux allures de mafieux, avait remarqué les attentions de Jules. Jaloux, il commença à semer le doute, « Ton gardien chéri, il te vendra pour une promotion. » Hugo balaya ces rumeurs, mais une graine de suspicion germa. Un soir, lors d'une altercation en cours de promenade, Marc accusa Hugo de collaboration avec les matons. « Il te baise pour te briser. » Les poings volèrent, Hugo se défendit vaillamment, mais finit roué de coups, le visage en sang. Jules intervint, le traînant en infirmerie, où, pour la première fois, il pleura en pansant ses plaies. « Je t'aime, Hugo. Vraiment. » Leur lien s'approfondit. Jules confia son enfance rude, ses doutes sur son mariage, son attirance refoulée pour les hommes depuis l'adolescence. Hugo, à son tour, parla de son amour perdu pour un artiste à Montmartre, de la trahison qu'il avait menée en prison. Ils s'embrassèrent avec ferveur dans les recoins oubliés, leurs corps se mêlant dans une passion qui défiait les barreaux. « On s'évade ensemble » murmura Jules un jour, les yeux brillants. Hugo hésita, l'évasion signifiait la liberté, mais aussi le risque de tout perdre. Pourtant, l'espoir les unit, un fil ténu dans la toile de désespoir. La fissure apparut lors d'une fouille surprise. Marc, informateur secret des autorités, avait glissé une lame dans la cellule d'Hugo pour le piéger. Jules, forcé d'inspecter, trouva l'arme. Son regard vacilla, « Comment ?» Hugo jura son innocence, mais le doute s'insinua. « Tu me crois pas ?» Les accusations fusèrent, pour la première fois, Jules ordonna une sanction au isolement. Hugo, brisé, hurla dans le vide, « Traître !» La nuit en cellule solitaire fut un enfer, il se remémora leurs étreintes, se demandant si tout n'était qu'illusion. De retour, la tension culmina. Jules vint le voir en secret, c'était Marc.
Il m'a forcé la main pour me tester. Ils se réconcilièrent dans une étreinte désespérée, mais le mal était fait. Marc, sentant sa proie faible, organisa une embuscade. Lors d'une douche collective, ces sbires attaquèrent Hugo, le plaquant au sol. Jules surgit, arme au poing, dispersant les agresseurs d'un cri autoritaire. Mais dans la mêlée, un coup de couteau effleura Hugo, du sang tachant l'eau. Non, rugit Jules, le portant jusqu'à l'infirmerie. Là, dans la lumière crue, Jules avoua tout, son rôle d'informateur involontaire, contraint par des dettes familiales. J'ai trahi pour te protéger, idiot. Hugo, pâle mais vivant, le gifla puis l'embrassa. On s'en va. Ce soir. L'évasion fut planifiée dans la fièvre, un tunnel creusé en secret, des complices soudoyés. Mais au moment crucial, Marc les trahit, alertant les gardes. Tir, cri, chaos. Jules couvrit Hugo de son corps, prenant une balle pour lui. Cours vie pour nous, murmura-t-il, le sang coulant. Hugo s'échappa, courant dans la nuit parisienne, le cœur en lambeaux. Des mois plus tard, libre mais hanté, il posa une pierre sur la tombe anonyme de Jules, dans un cimetière normand. L'amour, même brisé, avait humanisé sa douleur, il devint artiste, peignant des portraits d'hommes invisibles, témoignage d'une tendresse qui transcende les chaînes. La prison l'avait détruit, mais Jules l'avait sauvé, une leçon d'humanité dans un monde impitoyable. Hugo reprit son souffle dans les ruelles sombres de Fresnes, le goût du sang de Jules encore sur ses lèvres. Les sirènes hurlaient au loin, un chœur infernal qui semblait moquer son évasion miraculeuse. Il courut sans se retourner, les muscles endoloris par la peur et l'adrénaline, jusqu'à ce que les lumières de Paris l'engloutissent comme un refuge précaire. Mais la liberté avait un prix, l'image de Jules effondré, ses yeux suppliants, le hantaient à chaque pas. Les premiers jours furent un cauchemar. Hugo se cacha chez un ancien ami, un peintre bohème nommé Étienne, dans un atelier encombré du quartier latin. « T'as l'air d'un fantôme, mon vieux », dit Étienne en lui tendant un café noir. Hugo raconta tout, les mots sortant en torrent, la prison, Jules, l'amour interdit qui avait fleuri dans la crasse. Étienne écouta, les yeux écarquillés. C'est romantique et tragique à la fois. Comme un roman de Zola, mais avec plus de chair. Pourtant, sous les blagues, Hugo sentait le vide. Chaque nuit, il revivait la douche fatidique, le moment où Jules l'avait suivi, révélant non pas une menace, mais un cœur affamé d'amour. Jules, de son côté, avait survécu miraculeusement. La balle l'avait effleuré l'épaule, mais l'hôpital pénitentiaire l'avait sauvé. Allongé sur un lit étroit, entouré de murs blancs impersonnels, il repensait à Hugo. Leur liaison avait été son réveil, pour la première fois, il assumait son désir pour les hommes, brisant les chaînes de son mariage factice. Sa femme, alertée, vint le voir, les yeux froids. « C'est fini, Jules. Pour le bien de notre fils. » Il signa les papiers de divorce sans regret, le cœur tourné vers l'absent. Hugo, traqué par la police, changea d'identité. Il devint, Julien, un nom qui sonnait comme un écho de son amour perdu. Il erra dans les cafés de Saint-Germain, dessinant des croquis furtifs de couples enlacés, imaginant Jules à ses côtés. Une lettre anonyme arriva un jour, « Je suis vivant. Trouve-moi à Rouen. » Le cœur battant, Hugo prit un train pour la Normandie, le paysage verdoyant défilant comme un mirage de liberté. À Rouen, sous la pluie fine, ils se retrouvèrent dans une auberge modeste. Jules, amaigri mais les yeux vifs, l'attendait. « Tu m'as manqué », murmura-t-il en l'enlaçant. Leurs retrouvailles furent passionnées, corps nus sur un lit grinçant, murmure de promesses. « On recommence à zéro », dit Jules, caressant le dos d'Hugo. Mais les ombres planaient. Marc, libéré sous caution, jurait vengeance, et les autorités cherchaient encore Hugo. Leur idylle normande fut douce mais éphémère. Ils vivaient cachés, promenant dans les champs, main dans la main, évoquant un futur loin des barreaux. Jules quitta la prison, trouvant un emploi de vigile dans une usine. Hugo peignait, ses toiles gagnant en profondeur émotionnelle. « Ton art parle de nous », disait Jules, admiratif. Pourtant, le passé rattrapa. Une nuit, Marc surgit, un couteau à la main. « Tu m'as volé mon gardien. » La bagarre fut féroce, Hugo protégea Jules, mais une entaille profonde le laissa saignant. Jules appela les secours, se rendant pour sauver Hugo. Au tribunal, leur histoire éclata, amour gay en prison, trahison, rédemption. Les médias s'emparèrent du scandale, transformant leur drame en symbole de tolérance.
Marc fut condamné, et Jules, acquitté pour légitime défense. Hugo, gracié par un juge ému, sortit libre. Mais la cicatrice persistait. Dans leur petite maison près de la Seine, ils apprirent la patience. L'amour n'est pas une cage, dit Hugo un soir, enlacé contre Jules. Leur union, forgée dans le feu, devint un témoignage humaniste, deux hommes, brisés puis reconstruits, prouvant que même dans l'obscurité, la lumière de l'âme persiste. Les mois suivants furent un apprentissage ardu de la normalité. Hugo et Jules s'installèrent dans un appartement modeste à Deauville, face à la mer agitée, où les vagues semblaient murmurer des secrets de liberté. Hugo exposa ses tableaux dans une galerie locale, ses œuvres, imprégnées de leur histoire aux silhouettes enlacées dans des ombres carcérales, touchèrent un public sensible au thème de l'amour marginal. C'est cathartique, confia-t-il à Jules lors d'un vernissage, un verre de vin à la main. Jules, fier, posa une main possessive sur sa taille, ignorant les regards curieux. Pourtant, les démons intérieurs ne s'apaisaient pas. Jules luttait avec sa culpabilité, avoir trahi Hugo, même involontairement, le rongeait. J'étais faible, avoua-t-il une nuit, les yeux fixés sur le plafond. Hugo le serra, on l'était tous les deux. C'est ça qui nous rend humains. Leur intimité physique soignait les plaies, étreinte, exploratrice, où chaque caresse effaçait un souvenir douloureux. Jules découvrit en Hugo non seulement un amant, mais un miroir de sa propre vulnérabilité. Un conflit surgit quand le fils de Jules, petit Lucas de 8 ans, vint en visite. La mère, aigrie, avait accepté le divorce mais pas l'orientation de son ex-mari. Lucas, curieux, posa des questions, pourquoi papa embrasse un monsieur? Jules, le cœur serré, expliqua avec douceur, parce que l'amour n'a pas de règle fixe. Hugo, en retrait, se sentit intrus, craignant de briser cette famille recomposée. Une dispute éclata, tu regrettes, lança Hugo, jaloux. Jules le plaqua contre le mur, jamais. Tu es ma vie. Le vrai test vint avec une lettre de la prison, un ancien détenu, ami de Marc, menaçait de révéler des détails compromettants pour ruiner leur quiétude. Paranoïa s'installa, ils se disputèrent, Hugo accusant Jules d'avoir des secrets persistants. Tu me fais encore douter. La rupture sembla imminente, mais lors d'une promenade sur la plage, sous un ciel orageux, Jules s'agenouilla, épouse-moi. Pas pour la société, pour nous. Hugo, ému, accepta, leurs larmes se mêlant au sel marin. Leur engagement fut discret, une cérémonie civile avec Étienne comme témoin. Mais le destin frappa, Jules fut diagnostiqué d'une maladie rare, héritage du stress carcéral. Les traitements étaient coûteux, épuisants. Hugo veilla, peignant pour financer, son art devenant un cri de résilience. On affronte ensemble, murmura-t-il, tenant la main de Jules fiévreux. Dans cette épreuve, leur amour s'approfondit, humanisant leur lutte. Jules, affaibli, trouva force en Hugo, Hugo apprit le pardon total. Les amis se multiplièrent, un réseau de soutien LGBT les entourant. À la fin, Jules guérit partiellement, leur vie un équilibre précaire mais authentique, preuve que l'amour, forgé dans la trahison, fleurit en compassion éternelle. La guérison de Jules marqua un tournant, mais pas sans séquelles. Ils décidèrent de voyager, sillonnant la France en van, Provence aux champs de lavande, Bretagne aux falaises battues par les vents. Chaque paysage guérissait un fragment d'âme. À Nice, sous le soleil méditerranéen, ils firent l'amour sur une plage déserte, riant comme des adolescents. Souviens-toi de la douche, taquina Hugo. Jules sourit, le jour où j'ai su que tu étais mon destin. De retour, Hugo publia un roman semi-autobiographique, Ombre enlacée, qui devint un succès discret, plaidant pour la déstigmatisation des amours en prison. Les critiques louèrent son humanité, un hymne à la tendresse dans la brutalité. Jules, fier, lut des passages à voix haute, sa voix rauque ajoutant une couche émotionnelle. Mais la célébrité attira des ombres, un journaliste fouineur déterra le passé, accusant Jules de favoritisme carcéral. Le scandale éclata dans les tabloïds, amour gay entre Maton et Tollard, scandale ou romance? Hugo défendit leur histoire publiquement, mais Jules, brisé, sombra dans la dépression. Je te salis, dit-il, refusant les caresses. Hugo, patient, organisa une retraite en forêt normande, où, autour d'un feu de camp, ils confrontèrent les démons. La trahison nous a unis, pas divisés, argumenta Hugo. Jules pleura, puis l'embrassa avec une passion renouvelée. Un nouveau conflit surgit avec l'arrivée de Lucas, adolescent rebelle. Découvrant l'homosexualité de son père, il se révolta, c'est dégoûtant.
Influencé par des pères homophobes, il fugua. Jules, dévasté, chercha son fils avec Hugo. Ils le trouvèrent dans un squat parisien, où une discussion honnête brisa les barrières. Papa est heureux, et c'est ce qui compte, finit par admettre Lucas, enlacé par les deux hommes. Cette réconciliation humanisa leur famille élargie. Lucas s'ouvrit, curieux de leur amour, apprenant la tolérance. Hugo et Jules adoptèrent une routine, matin câlin, soirée dessins et récits. Pourtant, une trahison finale guetta, un ex-amant de Jules, du passé carcéral, contacta Hugo anonymement, alléguant une infidélité. Fou de rage, Hugo confronta Jules, encore ? Mais c'était un mensonge, un piège pour les séparer. Vérifié, le doute dissipa, leur lien, testé, en sortit plus fort. Dans cette maturité, ils fondèrent une association aidant les détenus LGBT, transformant leur douleur en action. Jules parla dans des prisons, Hugo illustra des témoignages. Leur amour, autrefois caché, devint phare preuve que de la réaction naît la renaissance. Années passèrent, et leur histoire s'inscrivit dans le tissu social français. Hugo, devenu artiste reconnu, exposa à Paris, Jules, consultant en sécurité, trouva paix dans la routine. Lucas, étudiant, les visitait souvent, fier de ses deux papas. Leur mariage, célébré tardivement lors d'une Pride, fut un triomphe d'émotion, vœux murmurés sous les arcs-en-ciel, larmes de joie. Mais la vie, impitoyable, réserva une ultime épreuve. Jules, usé par les ans, affronta une rechute grave. À l'hôpital, entouré d'Hugo et Lucas, il murmura « Merci pour cette vie ». Hugo, veillant, peignit son portrait final, un gardien au regard tendre, libéré de toute cage. Jules s'éteignit paisiblement, laissant un vide, mais un legs d'amour. Hugo, veuf, continua, expositions, conférences, militantisme. Son art, imprégné de deuil, toucha des cœurs, promouvant l'humanité au-delà des orientations. Jules m'a appris que l'amour transcende la trahison, disait-il. Dans un cimetière face à la mer, il déposait des fleurs, sentant encore sa présence. Leur saga, de la douche fatidique à l'éternité, illustrait une vérité profonde, dans un monde de conflits, l'amour gai forge des âmes résilientes, humanisant le chaos. Hugo, seul mais entier, marchait vers l'horizon, portant leur flamme un testament romantique, cas dramatique, éternel.